Alors, on va parler des vaccins, donc vaccins avec un S, parce qu'il y a plusieurs types de vaccins. Alors, un vaccin, c'est quoi? C'est un pathogène, d'accord? On part d'un pathogène qu'on a rendu peu ou plus du tout pathogénique, ou alors on peut prendre des morceaux, des fragments d'un pathogène, et ce pathogène ou ces fragments vont être administrés, inoculés à un animal. Le but d'un vaccin, c'est d'évidemment induire une réponse immune qui doit protéger l'animal contre une nouvelle infection par le pathogène, cette fois-ci compétent. Voilà. Alors pour cette petite vidéo, je vais dessiner deux petites choses, hein, notre virus et notre bactérie pathogénique. Alors on va commencer par le premier type de vaccin, les vaccins dits vivants atténués. Et pour expliquer ceci, je vais utiliser deux exemples. Le vaccin oral de la polio, OPV. Alors comment ce vaccin a été construit? Eh bien les chercheurs sont partis d'un vrai virus de la polio et ils ont infecté in vitro des cellules de singes. D'accord? Et ils ont réalisé des passages successifs, encore et encore. Ils récupèrent le virus et réinfectent de nouvelles cellules de singes. Le but ici est de désadapter le virus à son hôte humain. Donc le virus est même passé chez des animaux, chez des singes, jusqu'à accumuler des mutations et finir avec un virus atténué. Donc entre chaque passage, le virus est testé pour en voir son atténuation ou pas. Le même principe a été utilisé pour réaliser le vaccin contre la tuberculose, hein, le vaccin billet de Calmette-Guérin, ou encore appelé BCG. Eh bien là, on est parti d'un Mycobacterium bovis, d'accord, donc l'agent de la tuberculose bovine, hein, proche de celle de la tuberculose humaine, et la bactérie est cultivée, passée, alors un certain nombre de fois. Alors la petite histoire, c'est 239 fois. Ça a pris 13 ans pour arriver avec une bactérie qui était atténuée et qui a pu servir de souche vaccinale. Alors ces vaccins vivants atténués sont intéressants parce qu'ils induisent une réponse immune efficace et relativement durable, parce que ces agents bien se répliquent à petite échelle, mais se répliquent chez l'autre. Mais il y a un vrai problème, un vrai risque de révertance, c'est-à-dire quand le pathogène redevient pathogénique, quand le nombre de mutations en fait accumulées lors de l'établissement de la souche vaccinale est trop faible. On l'a vu dans le cours. Alors, une autre catégorie de vaccins sont les vaccins inactivés ou tués. Là, l'approche est différente. On va encore prendre un exemple avec le vaccin IPV, inactivé dit poliovaccine. Dans ce cas-ci, on part de virions du virus de la polio, mais on va l'inactiver, le dénaturer en utilisant un composé chimique, le formaldéhyde, qui va fixer en fait et transformer ce virion en substance inerte quelque part, mais qui garde la forme du virion et surtout son immunogénicité. Ce sont les vaccins inactivés des vaccins très très sûrs. Ils ne peuvent induire de maladie, du moins s'ils ont été réalisés correctement, mais ils sont moins efficaces parce qu'ils ne se répliquent pas chez l'autre. On va arriver maintenant par décrire les vaccins sous-unitaires. Alors là, il y en a toute une flopée. On va prendre un exemple avec les vaccins diphtérie-tétanos, bien connus. Alors ces vaccins sont basés sur l'utilisation de toxoïdes. Les toxoïdes, c'est une toxine inactivée, dénaturée. Alors, comment on fait ce genre de vaccin? Eh bien, on va cultiver les bactéries productrices de ces toxines, à savoir Clostridium tetani ou Corynebacterium diphtheriae, hein. Ce sont les deux bactéries qui induisent le tétanos et la diphtérie. Ce qui est dangereux chez ces bactéries, eh bien, c'est leur production de ces toxines. Eh bien, pour produire le vaccin, on va récolter ces toxines. Voilà, je les dessine ici un petit point rouge. Et très simplement, donc on va les purifier et les inactiver. Encore une fois, on peut utiliser un produit chimique comme le formaldéhyde. Donc ça va
fixer ces protéines et les rendre non dangereuses, mais toujours immunogéniques. Un autre type de vaccin sous-unitaire, bien plus récent, sont les vaccins basés sur des VLPs. Donc VLPs, ça veut dire virus-like particles. Donc ce sont des virions, on va dire, mais vides, sans ADN, sans génome dedans. Un bon exemple, ce sont les vaccins Gardasil ou Cervarix, donc de Merck et GSK, contre les HPV. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré le génome d'HPV et ils ont été couper les gènes codants pour les capsides. Ils ont cloné ces gènes dans un plasmide, transfecté ce plasmide dans des cellules. Alors voilà, soit des cellules d'insectes, soit des levures en fonction du type de vaccin utilisé. Et donc le plasmide va coder pour des protéines de capsides, et ces protéines de capsides vont s'auto-assembler. Et ça c'est une particularité de ces protéines, on l'a vu au cours aussi, et former des VLPs. Donc ce sont des particules qui ressemblent à du virus, mais le gros intérêt c'est qu'il n'y a pas d'ADN dedans, donc le virus ne sait pas se répliquer évidemment. Donc ce sont des vaccins très très sûrs, mais là encore, ils manquent d'efficacité, du moins tout seuls, et ils sont en règle générale adjuvantés. On va ajouter à ces vaccins un petit plus. Alors, un petit plus qui est vraiment important, le but de ces adjuvants est de stimuler une réponse innée pour avoir une meilleure finalement réponse adaptative contre l'antigène fourni par le vaccin. Alors, à l'origine, c'était des bactéries lysées émulsionnées. On n'utilise plus ce type d'adjuvant, l'adjuvant de Freund, mais on va utiliser des sels d'aluminium ou par exemple du lipide A qui vont bien stimuler la réponse innée et permettre une mémoire immunologique plus longue. Dernier type de vaccin qu'on va voir ici, ce sont les recombinants. Alors, un vaccin recombinant, c'est quoi? On va prendre un exemple ici encore. Euh, le dernier vaccin contre la dengue, Dengvaxia, a été construit par recombinaison. Donc je vous dessine ici en rouge le virus de la dengue. C'est un flaviviridé, donc un simple brin ARN positif. Vous vous souvenez, il n'y a qu'un seul open reading frame dans ce type de virus. Et donc cet open reading frame code pour des protéines de capsides, d'enveloppe et des NSG, c'est non-structural genes. D'accord? Alors ça, on veut vacciner contre la dengue. Eh bien, on va utiliser comme backbone, comme virus de structure, un vaccin, le virus vaccin contre la fièvre jaune. Voilà, Yellow Fever vaccine. On le connaît très bien, ce vaccin. Donc c'est un vaccin vivant atténué et il marche très bien contre la fièvre jaune et il est sûr, très sûr, du moins assez sûr. Et alors, pour créer le Dengvaxia, le vaccin contre la dengue, l'entreprise qui a créé Dengvaxia a utilisé comme backbone le Yellow Fever, mais a remplacé les gènes d'enveloppe par les gènes d'enveloppe de la dengue. L'idée est donc de transfecter cet ARN dans des cellules eucaryotes qui vont se charger de produire le vaccin recombinant. Le vaccin recombinant constituera finalement en un virion qui contiendra une capside faite de protéines du Yellow Fever Vaccine. À l'intérieur, il y aura de l'ARN recombinant et surtout, les protéines d'enveloppe viendront du virus de la dengue. Donc le but est de protéger contre la dengue en utilisant bien ces protéines d'enveloppe qui sont très immunogéniques. Alors, on l'a vu dans le cours, on le discutera dans le cours, cette approche est un échec, mais l'approche recombinante est une bonne approche, reste une bonne approche pour induire une réponse immune durable. Les problèmes de sûreté sont dépendantes, j'ai envie de dire, au cas par cas du backbone et de la stratégie de construction du vaccin recombinant. Alors, un bon vaccin, c'est quoi? C'est évidemment un vaccin efficace qui induit une immunité longue. D'accord? Certains vaccins induisent une immunité sur plusieurs décennies. C'est un vaccin sûr, évidemment. Idéalement, c'est un vaccin à administration orale d'une simple dose.
idéalement, il sera thermostable pour le stocker facilement, peu cher, pas cher, multivalent. Alors, multivalent, c'est-à-dire protège contre différents pathogènes. Et alors, pour les applications vétérinaires, traçable. Donc, on parlera de concept DIVA, c'est Differentiating Infected from Vaccinated Animals. C'est la capacité que l'on aura à différencier un animal vacciné d'un animal infecté. C'est réellement important en élevage pour pouvoir exporter vos animaux. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, imaginez-vous un virus wild type. Voilà, le virus wild type a différents déterminants antigéniques. Il va éliciter une réponse immune qui va générer des anticorps contre différents antigènes. Je les représente ici de couleur rouge et orange. Eh bien, un vaccin qui sera DIVA va induire une réponse immune protectrice et efficace, mais pourra être différencié par la sérologie. C'est-à-dire que, par exemple, il pourra être mis en évidence par un seul anticorps et pas les deux. Voilà. Alors, un autre concept important en vaccinologie, c'est l'immunité de troupeau, herd immunity. C'est quoi? Eh bien, c'est quand le taux de vaccination d'une population est assez grande que pour empêcher la propagation d'une maladie infectieuse. D'accord? Il y a assez d'individus pour empêcher la propagation d'une maladie. Alors, je vais essayer d'illustrer ici, vous allez voir, c'est très très simple. Je dessine ici un petit cadran, donc c'est une population, voilà, chaque carré c'est un individu. Donc voilà, ici on a 25 individus. Hop, je duplique ma population, deux populations différentes. Il y en a une, donc chaque point est un individu et un point rouge c'est un individu non vacciné. Voilà, et un point vert c'est un individu qui a reçu le vaccin. D'accord? Donc la population du haut, eh bien c'est une population où le taux de vaccination est très très faible, et à l'inverse, la population du bas, eh bien le taux de vaccination est très élevé. D'accord? Alors, eh ben, je vais m'amuser, entre guillemets, à infecter ces deux populations avec une maladie infectieuse, d'accord? Contagieuse. Hop, j'infecte, eh bien, la maladie se propage facilement, évidemment, dans la première population, et vous allez voir qu'elle va aussi toucher des individus vaccinés. À l'inverse, la population du bas, eh bien, le virus ne se propage pas, et les individus qui n'étaient pas vaccinés ont été protégés par les individus vaccinés. C'est ça, l'immunité de troupeau. Alors, il faut toujours se souvenir qu'un vaccin n'est pas efficace à 100%, c'est pour ça qu'un petit point vert peut être infecté, et que c'est important parce que tout le monde ne peut pas être vacciné. Les enfants de bas âge ne peuvent pas être vaccinés, les patients âgés, les patients immunosupprimés, par exemple les patients qui ont reçu une greffe, ne peuvent pas être vaccinés, et se protéger, c'est aussi protéger les autres. Dernier concept que l'on va voir ici, c'est l'immunisation passive, donc c'est le transfert d'anticorps. Donc c'est pas une vaccination à proprement parler. Alors le transfert d'anticorps le plus connu, c'est de la mère à l'enfant. C'est un bon exemple. Donc je trace ici la ligne du temps, du temps zéro, la conception jusqu'à la naissance et les premiers mois de vie. Eh bien la mère va transférer des immunoglobulines. Et donc dans l'enfant, on trouvera dans le sang un taux d'immunoglobulines qui viendra de la mère. Et puis ensuite, l'enfant va générer ses propres immunoglobulines. Donc voilà, immunisation passive, c'est le transfert d'anticorps d'un animal à un autre. Voilà, donc les différents vaccins, différents types de vaccins et deux concepts importants d'immunologie.